Nous sommes au siège de l'association Les Garibaldiens, dont l'AMPI, la section parisienne de l'AMPI, est locataire. L'AMPI, ce sigle signifie Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Association nationale partisans italiens. Et nous avons ici son président, le président de cette section, Carlo Enello Rosselli, Enrico Persico, fonctionnaire de banque. Mais nous avons également l'ex-président, Giustiniano Rossi, qui est un ancien cheminot à la retraite. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi pour cet entretien le confrère Paolo Romani, que les auditeurs de nos émissions de l'Italie en direct connaissent très très bien, sans oublier qu'il a été correspondant de plusieurs grands quotidiens italiens à Paris pendant de longues années. Donc, Enrico Persico, président de cette section parisienne de l'AMPI. Pourquoi cette section n'a été fondée qu'en février 2011 et pourquoi elle s'appelle Carlo Enello Rosselli? Bonsoir, tout d'abord. Disons que plusieurs sections à l'étranger, ils sont en train de se créer. Au départ, il n'y avait eu qu'une forte présence en Belgique, avec 2 sections en Belgique, une à Bruxelles et une à Liège, qui sont historiquement là depuis longtemps. Les autres sections étrangères ne sont venues que dans des temps assez récents, à cause de, si vous voulez, avant c'était limité aux partisans et aux gens qui avaient fait la résistance ou qui avaient vécu, en tout cas, pendant cette période. Depuis 2003, vu malheureusement la perte de partisans pour des motifs normaux de vie, l'AMPI s'est ouvert à des jeunes plus jeunes. Donc des gens qui ont toujours les idéaux de la résistance comme idéaux principaux, donc l'antifascisme, donc la Constitution, donc tout ce qui est né de la résistance et tout ce pour lequel les résistants ils ont combattu. Et ça donnait aussi la possibilité de la naissance de plusieurs sections à l'étranger. Nous, on était une des premières, après il y a eu Londres, Madrid, Lausanne et d'autres. On est presque tous en Europe, sauf une en Argentine. Voilà. Pourquoi on a choisi le nom des frères Rosselli? Donc, les frères Rosselli, c'était 2 antifascistes italiens, donc principalement Carlo était un philosophe, politologue, mais aussi un combattant qui allait combattre la guerre d'Espagne, évidemment comme un républicain. Et au retour de la guerre d'Espagne, il s'est arrêté en France où il a commencé à travailler à ses livres, disons non, à la deuxième version de son livre, le pensée de libéral-socialisme, le libéral-socialisme, mais il avait commencé à l'écrire déjà quand il était à l'exil en Italie, de l'exil duquel il s'est échappé pour venir en France. Al confino. Al confino. Donc,
il était ici en France, à Bagnols-sous-l'Orne, et il a été rejoint par son frère, et malheureusement, juste au moment où son frère il était là, Nello, ils se sont fait tuer par la cagoule mandatée par Mussolini. Donc on a trouvé ces deux personnalités du libéralisme actionniste, ce qui apportait au parti d'action. C'était des libéraux de gauche. Libéraux de gauche, on peut les appeler, et acceptés par toute la résistance pour le passé qu'ils avaient en Espagne, pour tout ce qu'ils ont fait dans l'antifascisme. Ils étaient acceptés aussi par les marxistes, bien qu'il ait écrit un livre dans lequel il explique pourquoi le marxisme c'est une erreur. Donc on a trouvé que ça pouvait faire confluer tous les esprits antifascistes, pas seulement les esprits marxistes, dans une section de l'AMPI qui veut être pluraliste, qui veut se dire ouvert à tous les véritables antifascistes de n'importe quel passé politique. Oui, donc on peut dire que cette section de l'AMPI est née, disons, dans l'esprit d'un renouvellement générationnel, d'abord, oui. Et puis dans un esprit non sectaire, parce que ce nom des frères Rosselli est le symbole d'une ouverture face aux différentes composantes de la résistance italienne. N'est-ce pas, Giustiniano Rossi? Oui, parce que l'AMPI se situe dans le sillon de la résistance italienne. La résistance italienne a été un phénomène unitaire. Il y avait plusieurs forces politiques qui ont contribué à la fondation des comités de libération nationale. Il y avait les communistes, mais il y avait aussi les socialistes, il y avait des catholiques, il y avait des libéraux, il y avait même des ex-monarchistes. Donc il y avait plusieurs tendances qui se sont unies dans un front antifasciste en estimant que la priorité était de se battre contre l'occupant et contre les fascistes qui étaient à la botte de l'occupant. Et tout le reste devait être renvoyé à plus tard. Après avoir libéré le pays, on aurait reparlé de la forme institutionnelle de l'État et aussi réouvert la dialectique politique entre les différentes tendances de l'antifascisme. Alors nous, on se situe naturellement dans cette tradition et on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout daté cette tendance, c'est-à-dire l'essai de mettre ensemble des forces différentes qui partagent des valeurs basilaires qui sont, qu'on peut résumer dans un mot, l'antifascisme, la lutte au fascisme, à l'obscurantisme, la régression culturelle, sociale, etc. Ces valeurs-là, et à ces valeurs peuvent donner une contribution importante des forces d'inspiration différentes. Parce qu'on est une association, et donc on associe, et on ne sépare pas, on essaye d'utiliser au mieux toutes les forces qui sont disponibles à se battre pour mener une lutte de progrès et de civilisation. Il serait intéressant de savoir quelle est la provenance de ces nouveaux, de ces jeunes adhérents de l'AMPI. Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Est-ce que c'est pour des raisons familiales, parce que ce sont des enfants ou des petits-enfants de résistants? En fait, dans quelle partie de la population, disons, recrutez-vous les nouveaux adhérents? Je dirais qu'il y a les deux choses. Il y en a qui ont une tradition familiale assez forte chez les partisans, mais il y a aussi des gens qui sont dans le quotidien, dans la remontée du fascisme, et qu'ils se disent qu'il faut que la mémoire stoppe un futur du fascisme. Donc qu'ils trouvent que la mémoire, c'est quelque chose de très important pour les générations futures.
Donc, il peut venir de tout, tout la gauche, mais aussi tous les mouvements qui on appelle la société civile, qui ne sont pas forcément attachés des partis, mais qui sont en dehors des partis, mais qui ont une conscience politique et une conscience civile telle qui veulent faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas un retour de fascisme. Si vous voulez, nous, on essaye de faire trois choses. De la mémoire, de l'histoire dans le sens d'écrire l'histoire, et aussi d'être dans le présent et lutter dans le présent. On lutte, par exemple, on était présent le dimanche où il y a eu la manifestation pour le droit humain. Et là, dans ce cas-là, c'était les droits des homosexuels, mais c'était pour les droits des hommes. On était présent, on est toujours présent au 1er mai, on fait beaucoup de manifestations sur le présent. On a fait des conférences ici sur la résistance en Palestine, parce que c'est une résistance aussi. Donc, on est dans le présent, on n'est pas seulement dans la mémoire. Bien évidemment, on s'occupe de la mémoire, parce que c'est notre rôle. Et en plus, on voudrait faire un travail d'histoire avec... on a des projets qui pour l'instant, ils sont seulement à un niveau projet, mais ils vont voir le jour d'écrire une histoire du 10e par rapport à la résistance française et mise en face. On part du 10e, après peut-être on pourra arriver à tout Paris, après toute la France, etc. Mais pour l'instant, c'est le 10e. En se mettant en comparaison avec Rome, et le secteur de San Lorenzo, et faire un parallèle entre les deux. C'est un travail qu'on essaye de commencer à faire. Bon, il y a déjà eu un premier pas avec le film qui a été fait, dont je laisse parler Giustiniano sur le film sur la résistance ai ferrovieri, la résistance et les cheminots. Donc c'était un travail fait toujours avec San Lorenzo, quartier San Lorenzo di Roma, et Paris 13e, dans ce cas-là, parce que c'était dans le cadre de la semaine italienne du 13e que ça a démarré. Tu veux parler du projet? Oui, le projet est un projet de collaboration entre un lycée de Paris et ses enseignants et un lycée de Rome autour du thème de la contribution des cheminots à la résistance. Donc, à côté de ces deux lycées, il y avait la section de Roma-San Lorenzo, comme vous savez, à côté de la station Termini, un quartier de Rome où il y a beaucoup de cheminots et où il y a eu des épisodes très importants de la résistance romaine dans les années 43-44. Et donc, ce travail a été fait pendant à peu près un an. Et je pense qu'il va se développer. Donc tout le monde connaît, par exemple, ici en France, la contribution des cheminots, le fameux film de René Clément, me semble, Le Train. La contribution des cheminots à la lutte de résistance. Mais il y en a beaucoup moins qui connaissent ce qui s'est passé en Italie. Et bien, c'est évident que dans la résistance italienne, comme dans la résistance française, comme dans la résistance en général, le rôle des cheminots, donc des moyens de communication qui à l'époque étaient presque seulement ferroviaires, a été primordial. Et donc c'est très important et très intéressant de se pencher sur cette histoire, d'autant plus qu'ici on vit dans un pays qui a commencé très tard à s'occuper de ça, au-delà du cinéma. Il y a très peu de travaux sur ce thème parce qu'il y a une contradiction assez importante entre l'attitude de l'entreprise et de ses cadres dirigeants et l'attitude des cheminots, ou au moins l'attitude d'une partie du personnel. Parce que l'entreprise, pendant 4 ans, a collaboré avec les Allemands en fournissant les wagons, entre autres pour déporter quasiment 70 000 ou presque 80 000
juifs en Allemagne. Donc il y a un problème et les archives de la SNCF, comme tu sais sûrement, ont été ouvertes qu'au début des années 2000. Sont restés inaccessibles même aux scientifiques, même aux historiens, pour des raisons, comme je dis, de problèmes. Mais justement, vous qui vivez en France, qui avez donc créé cette section de l'ANPI ici en France, vous connaissez bien la France, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans la mémoire collective, dans la mémoire des Français, la résistance est bien moins présente que dans les mémoires des Italiens? Ah, c'est une belle question. Oui. Ils ont un peu, les Français, ils ont un peu le même problème que les Italiens, c'est-à-dire les plus graves même, parce qu'il y a eu justement les 4 ans de collaboration. La résistance ici a commencé tard par rapport à la guerre de 40, parce qu'il y avait le problème du pacte germano-soviétique, donc elle a commencé en réalité à mi-41. Sauf des actes de résistance spontanés qui ont commencé au lendemain de l'occupation. En réalité, la résistance commence en 40, mais la résistance organisée et, qui pèse lourd dans l'histoire de la France commence avec l'attentat de Barbès, donc commence en 41. Et c'est une résistance très, très dure, une résistance terrible. Et si vous pensez que les 6 premiers mois de la résistance française suffisent pour exterminer les résistants, il ne reste presque personne au début 1943. Pourquoi? Mais parce que la police française, je répète, je souligne, la police française fait un travail absolument remarquable et traque les résistants, les arrête, les torture, les tue, etc. Disons que le problème de la France, c'est un peu comme nous avec la République de Salon. Disons, le sale boulot, c'est plutôt les fascistes qui le faisaient à la botte des Allemands. Les massacres, l'Italie a eu... La résistance italienne, il y a très peu de gens qui se souviennent de ça, a eu plus de morts, si on compte les partisans et les civils exterminés, que toutes les armées alliées pendant la campagne d'Italie. Donc, ça a été un vrai massacre. Et ici, c'est un peu la même chose. Donc, il y a une mémoire de la résistance, mais on a le devoir, nous, de la cultiver, cette mémoire, parce que, évidemment, il y a aussi d'autres éléments qui se mettent en travers. Et donc, c'est très actuel, ce problème. Et chez nous, en Italie, c'est exactement la même chose. Vous êtes cerné par des souvenirs garibaldiens. Oui. J'ai cité au début de cet entretien le fait que vous êtes locataire de l'association Les Garibaldiens. Est-ce qu'il y a un lien de continuité historique entre les combats du général Garibaldi et votre engagement d'aujourd'hui? Un engagement qui n'est pas un engagement politique au sens d'un parti politique. C'est un engagement éthico-politique, n'est-ce pas? Alors, cette continuité, est-ce que cela existe, Monsieur le Président? Sans doute elle existe parce que déjà, les Garibaldiens, ils ont combattu dans la résistance française, ils ont combattu en Espagne, la brigade Garibaldi, qu'elle portait le nom de Garibaldi, donc ils étaient déjà dans la résistance eux-mêmes, même si ce n'était pas la résistance italienne, la brigade, c'est les Garibaldiens qui étaient là. Et si on regarde toutes les personnes qu'on a autour, par exemple là, il y a les 5 Italiens qui ont fait partie de la bande Manouchian, qui sont dans la fiche rouge aussi. Dans la fiche rouge, il n'y en a que 3, mais bon. Et sachant que les Italiens qui sont revenus d'Espagne, souvent des anarchistes, mais pas seulement des anarchistes, était la contribution la plus forte, un nombre de personnes
dans la bande Manouchian, celle qu'on appelle la bande Manouchian. Et ils étaient dans la brigade Garibaldi. Donc il y a une continuité historique certaine, mais aussi le fait que Garibaldi il a fait quand même plusieurs guerres de libération, soit en Amérique du Sud, soit un peu partout. Il a fait des guerres de libération, et nous, on se réclame d'une guerre de libération. Ouais. Parce que la guerre qu'il y a eu en Italie entre 1943 et 1945, c'est une guerre de libération. Et ça, c'est certain. Donc, et Garibaldi était un homme de guerre de libération. Maintenant, pour savoir s'il y a quelque chose de plus concret dans cet héritage entre les Garibaldiens et nous, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus concret? Vas-y. Oui, on peut dire. Donc déjà, on peut dire que c'est la résistance qui a fait ce choix, c'est pas nous. Parce qu'en Italie, il y avait les brigades Garibaldi. Donc ils ont repéré dans la figure de Garibaldi un symbole d'une bataille de liberté. En Espagne, les Italiens de la brigade internationale qui était en Espagne, qui était quasiment 4000 personnes, donc 3800 et quelques, s'appelait Brigade Garibaldi. Ici en France, une partie pas négligeable de la résistance française s'appelait main-d'œuvre immigrée, MOI, était encadrée dans la résistance française, était assez autonome dans sa participation à la résistance française, et une bonne partie de la MOI était des Juifs qui venaient d'Europe centrale et des Italiens. Et une partie de ces Italiens avaient justement l'expérience de la guerre d'Espagne, parce qu'en Espagne, ils sont partis pas mal aussi de France, parce que la France était le pays à côté. Donc voilà, Garibaldi a été en France, Garibaldi et ses descendants ont été de toutes les batailles. Donc déjà la guerre franco-prussienne, il y a une légion Garibaldi, c'est lui-même qui n'est plus très jeune, mais qui continue. D'ailleurs, c'est les seules victoires qu'ils ont eues, les Français, en 70-71, les seules victoires qu'ils ont eues sont celles de la légion Garibaldi. Alors, le reste, voilà, sinon les Prussiens les ont battus. Après, il y a le neveu de Garibaldi, Peppino Garibaldi, fils de Ricciotti Garibaldi, qui est à la tête d'une légion Garibaldi dans la Première Guerre mondiale. Garibaldi donc est présent, il y a au Père-Lachaise un monument à la région Garibaldi, donc c'est une autre bataille à laquelle Garibaldi participe. Après, Garibaldiens sont les partisans italiens qui se battent dans la résistance française, et le fait qu'au milieu de tous ces tableaux, il y ait la photo de Cino del Duca, témoigne aussi d'un choix qui n'est pas la nôtre, mais qui est un choix historique. Vous savez bien, Cino del Duca était un libraire qui servait de point de chute, disons, aux antifascistes italiens, aux exilés, qui arrivaient à Paris. Tout le monde savait qu'il suffisait d'aller voir Cino del Duca, il filait un peu d'argent à ces gens qui étaient complètement désargentés, des adresses pour se loger, éventuellement des tuyaux pour trouver un emploi. Cino del Duca avait une fonction à Paris qui est parfaitement comparable à celle du fameux Silvio Trentin à Toulouse. C'est des libraires qui ont une fonction unifiante, unitaire. Donc c'est des gens qui ont un tel prestige personnel et que chez eux trouvent leur place les communistes, les socialistes, les actionnistes. Différentes tendances sur la base de la lutte au fascisme. Donc, c'est Cino del Duca et sa veuve est à l'origine justement de ce siège que nous occupons. Donc, c'est un choix que nous, on a fait d'une façon tout à fait naturelle parce qu'on l'avait déjà fait avant nous. Encore une question sur vos activités actuelles, c'est-à-dire une association vit grâce à ces activités
aux événements qu'elle organise. Moi-même, j'ai participé il y a quelques semaines à la projection d'un film qui a été l'occasion d'un débat. En quoi consiste votre activité quotidienne? Là, on essaye de faire le maximum d'actions, disons, selon nos moyens qui sont très, très, très limités. Et donc, bon, l'autre jour, c'était dans la journée de la mémoire, on a eu la chance d'avoir ce metteur en scène qui nous a présenté son film Cari Compagni, que c'était un film assez intéressant, je trouve d'ailleurs. À part ça, on a fait des concerts de musique juive à la journée de la mémoire de l'année dernière. On a fait des lectures à la librairie sur une série à la librairie La Libreria, sur une série de livres sur la résistance. La librairie de la rue du Faubourg Poissonnière. Donc, on a une collaboration un peu avec eux. En partant de Calvino, on est arrivé jusqu'à Zanzotto, un parcours de la résistance. Là, on va essayer de faire 2 parcours de la résistance dans le cinéma. Un sur le train, pour continuer notre argument sur le train, en présentant quelques films sur le train. On va présenter, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais arriver à le faire, le film de Dritti, L'uomo che verrà, qui vient de sortir, qui est sur l'eccidio di Marzabotto. Après, on a d'autres idées. On ne sait pas, parce que là, vendredi, on va remettre tout en place. On a l'Assemblée, on va revoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour le 25 avril, on voulait faire venir Claudio Lolli, parce que parmi nos associés, il y a un garçon qui a une société qui s'appelle Musica Italiana et qui fait justement de la promotion, de la vente des disques de chansons politiques. Et donc, on voulait faire le concert pour le 25 avril. Et pour rester dans le présent, on a fait... Oui, il faut rappeler à nos visiteurs, aux visiteurs de notre site qui ne connaissent pas bien l'histoire italienne, que le 25 avril, c'est la date de la libération de tous les territoires nationaux italiens en 1945. Donc, jour de fête nationale. Voilà. Le 25 avril, les autres fois, on a fait des pique-niques, on a fait des choses comme ça, mais on a fait aussi un concert avec des chanteurs lyriques, parce que parmi nos associés, il y a une chanteuse lyrique de Padoue qui est professeure ici, qui a amené d'autres chanteurs de Padoue, et c'était un très bon concert qu'on a fait à l'Institut du Sourd-Muet, à l'Institut de jeunes aveugles. C'est le grand institut qu'il y a... Boulevard des Invalides. Boulevard des Invalides, exactement, où il y a un théâtre magnifique. Autrement, on a des participations au lycée italien. On a amené le père d'un de nos copains qui est un partisan, qui est venu de l'Italie exprès pour parler avec les jeunes et pour parler avec nous aussi. On a participé avec une jeune inscrite de 18 ans, c'est la plus jeune inscrite au Train 2000. C'était un projet qui a été lancé par l'AMPI Belgique. 1000 jeunes qui viennent de toute l'Europe, ils sont partis à Auschwitz l'année dernière en train. Ils sont restés une semaine pour le voyage et ils ont été très touchés. Donc après on a fait ici avec le père de notre ami et elle, un confront générationnel entre un partisan et une fille de 18 ans. C'était très, très intéressant. Autrement, on participe à plus de manifestations politiques qui nous intéressent, qui sont dans nos idées. Après, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on fera, mais on fera évidemment quelque chose pour les 2 dates très importantes de cette année, que c'est le 9 septembre, et parce que ça fait quand même 70 ans, et c'est le 25 juillet. Oui, 25 juillet.
Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire et on va sans doute faire quelque chose cette année parce que l'année dernière on était un peu... Oui, le 25 juillet 1943, c'était la chute de la dictature de Benito Mussolini. Et on va faire sans doute cette année, on essaye d'aller à Bagnols-sur-Orne, chose que ça fait 2 ans qu'on essaye de faire, on n'a pas réussi à aller. On a fait des manifestations sur le cénotafio, je ne sais pas comment on dit en français, cénotaphe, de faire Rosselli au Père-Lachaise. On est allé aussi à Père-Lachaise pour Gobetti. Les frères Rosselli ont été assassinés à Bagnols-de-l'Orne. Bagnols-de-l'Orne. C'est ça qu'on voudrait le 9 juin aller à Bagnols-de-l'Orne pour Voilà, nous parlons en français pour mieux nous faire comprendre par le public de notre site, mais n'oublions pas que l'ANPI est l'Association nationale des partisans italiens. Donc, je vous demande peut-être Giustiniano Rossi de dire quelques mots en italien pour s'adresser aux adhérents potentiels, à ces jeunes que vous visez comme adhérents potentiels de votre association. Naturalmente i nostri interlocutori e i possibili militanti dell'associazione non sono oggi più purtroppo i combattenti della Resistenza, ma sono i loro eredi, cioè quelli che intendono portare avanti i valori della Resistenza nel mondo di oggi. I valori della Resistenza non sono affatto invecchiati, anzi sono più attuali che mai. Del resto i nostri iscritti sono in larga maggioranza studenti, dottorandi, specializzandi, sono persone che vengono qui dall'Italia per motivi di studio generalmente, anche perché come tutti voi sapete l'immigrazione italiana per quanto riguarda l'immigrazione dovuta alla ricerca di lavoro o ancora prima per motivi politici è finita dagli anni 60, quindi oggi c'è un movimento tra l'Italia e la Francia che è soprattutto di carattere accademico, anche se devo dire che purtroppo negli ultimi 2 anni la situazione economica dell'Italia è talmente grave che si è riaperto un canale di emigrazione che riguarda anche altre categorie, non soltanto professori o studenti, insomma anche altri giovani. Ecco, quindi naturalmente noi ci rivolgiamo a questi giovani per sostenere la causa dei partigiani e portarla avanti, anche perché, come diceva Enrico Persico-Licer, ci muoviamo sempre su 2 binari che però non sono paralleli, si intersecano continuamente. Uno è la storia e la memoria e l'altro è l'attualità, cioè lo sforzo è di legare ciò che avvenne allora a quello che avviene oggi per far, come dire, fruttare i semi che furono allora messi dai nostri padri e nonni nella società di oggi. Questo è il nostro compito. Quindi, per esempio, faccio un esempio e poi chiudo, a Parigi ci sono guide di tutto, anche delle cose più stupide, però non esiste una vera guida della Resistenza a Parigi. Quindi la nostra ambizione, per esempio, è quella di fare un lavoro di ricostruzione degli avvenimenti della Resistenza a Parigi e di mettere a disposizione dei tanti italiani che o sono qui o vengono qui per motivi vari, sono moltissimi. Abbiamo cominciato, per esempio io qualche mese fa ho fatto un repérage qui nel quartiere e ho trovato 20 luoghi della Resistenza nel solo DSM che conviene andare a rivisitare per far conoscere ciò che è successo, perché è successo, se c'erano delle tipografie clandestine, se c'erano dei depositi di armi, se c'erano delle aziende all'interno delle quali esistevano attività di resistenza, insomma ci sono una serie di cose che sono utilissime da sapere anche oggi. Tra l'altro il turista italiano, oltre a visitare l'esposizione del Grand Palais e a fare lo shopping, può anche andare a visitare dei luoghi che fanno onore alla storia del suo paese. Noi diremmo di sì.
per dirti, quello che ha un po' spinto sulla via dei Rosselli, ma prima dell'Ampi, che mi aveva spinto a me sulla via dei Rosselli, sono stati una coppia di sposi che sono venuti in vacanza a Parigi e che mi sono trovato in manifestazione al 1° maggio, quando ancora non esisteva l'Ampi, esisteva, e io ero con altri che tra l'altro sono entrati quasi tutti nell'Ampi, nel movimento Popolo Viola, quando questi ragazzi si sono sposati e cercavano delle tracce dei Rosselli. E appunto non avevano, e lì ci è venuta l'idea a noi già all'epoca, che poi è stata ripresa dall'Ampi eccetera, di fare una guida sui luoghi della Resistenza per poter questi due ragazzi appena sposati vengono a Parigi e cercano i luoghi dei Rosselli. Certo. Paolo Romani. Je voulais simplement, très brièvement, terminer sur une note frivole. C'est que le lien entre Garibaldi et l'Ampi est symbolisé par la barbe garibaldienne du président Pesco. Grazie al Presidente, grazie quindi a Enrico Persico, Presidente dell'Ampi di Parigi, grazie a Giustiniano Rossi, ex Presidente. Grazie. Grazie a voi.